Bonjour et bienvenue à notre conférence en ligne. 52 ans après la Nakba, la Palestine en résistance. Conférence organisée donc par l'association France-Palestine Solidarité. Merci d'abord à nos intervenants palestiniens qui ont accepté de participer à cette conférence. Mounder Amira, Nada Awad, Majed Bamia, Rania Mourahed, Aed Yaghi, qui se présenteront dans une minute à vous. La conférence sera co-animée par Anne Tuaillon, vice-présidente de la FPS, et moi-même. Et Ala Eddine, que vous verrez à l'écran aussi, assurera la traduction. Alors, nous avons tenu à faire cette conférence le 14, la veille du 15 mai, l'anniversaire de la Nakba, pour marquer cet anniversaire des 72 ans de la catastrophe, et donc dans un moment d'actualité très grave concernant la Palestine. Vous savez qu'aujourd'hui même, un nouveau gouvernement israélien ayant à son programme l'annexion d'une grande part de la Cisjordanie se met en place, et nos invités vous diront beaucoup de choses sur ce qui se passe en ce moment. Donc, je vais laisser la parole à Anne pour continuer l'animation de la réunion. Je reprendrai la parole après. Et bienvenue à nos invités. Attends, avant de lui donner la parole, je voudrais juste dire que vous êtes nombreux à assister à la conférence. Vous avez à tout moment la possibilité, en bas de votre écran, de poser des questions. Nous ferons notre maximum pour en sélectionner qui soit le plus représentatif possible à la fin de la réunion, pour laisser un petit moment pour que effectivement on puisse traduire un peu les questions qui se seront exprimées tout au long. Et donc, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont directement sur notre webconférence, et bienvenue aussi à celles et à ceux qui nous suivent sur Facebook. Anne, je te laisse la parole. Oui, je vais tout de suite répondre à une des questions qui a été posée. La conférence va être enregistrée, donc vous pourrez la suivre, sur notre Facebook ou sur notre compte YouTube. Donc, juste quelques mots pour dire que c'est dès novembre 1947 qu'en Palestine s'est ouvert une période de violence et de terreur, et qu'au total, plus de 500 villages et 11 quartiers de villes palestiniennes ont été vidés de leurs habitants, ont été rasés et détruits. Et ce sont 800 000 Palestiniens qui ont été chassés par la force de chez eux vers le Liban, la Jordanie, la Syrie, la Cisjordanie, ou dans la région de Gaza, où ils deviendront des réfugiés. En fait, le mouvement sioniste expulsera des territoires qu'il occupera 80% de leur population palestinienne. Cette expulsion, qui est un véritable nettoyage ethnique, se poursuivra jusqu'en 1949. Et nous allons demander à chacun de nos intervenants ce que la Nakba représente pour eux. Alors, je vais d'abord commencer en donnant la parole à Nada Awad. Elle est palestinienne de Jérusalem. Elle a beaucoup travaillé justement sur les questions qui concernent les Palestiniens de Jérusalem, et particulièrement sur le processus de Nakba qui continue avec le transfert forcé des populations. Aujourd'hui, elle est responsable de plaidoyer à l'Institut du Caire pour l'étude des droits de l'homme. C'est une organisation non gouvernementale, régionale, indépendante, qui a été fondée en 1993. Donc, Nada, peux-tu nous dire pour toi ce que c'est que la Nakba? Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir invités pour cette conférence. Je vais commencer par dire ce qu'est pour moi la Nakba. Alors pour moi, la Nakba, c'est d'abord l'histoire de ma famille que j'ai découvert tardivement. La Nakba était un événement traumatique pour mes grands-parents. Ce n'était pas un sujet qu'ils ont abordé. Née à l'est de Jérusalem, je n'ai su que très tard que la famille de ma mère et celle de mon père habitaient toutes les deux dans l'ouest de la ville de Jérusalem avant 1948, et que l'expulsion de plus de 80 000 Palestiniens de l'ouest de la ville comprenait aussi ma famille. Les deux familles sont devenues réfugiées en ce qui deviendra la Cisjordanie, et après de nombreuses difficultés, se sont réinstallées à l'est de Jérusalem, où ils ont reconstruit leur vie. 72 ans après, ma famille continue de vivre à Jérusalem, une Nakba continue à travers la politique d'apartheid imposée par Israël sur les Palestiniens,
qui comprend des lois et des politiques de transfert forcé visant à vider la ville de ses habitants palestiniens. Donc maintenant, je vais passer la parole à Aed Yaghi. Aed Yaghi vit à Gaza. Il est directeur du Secours médical palestinien et il est membre du comité de pilotage du réseau des ONG palestiniennes, le PINGO. Il est leader également de l'initiative palestinienne nationale à Gaza et membre du Conseil national de l'OLP. Donc, Aed, peux-tu nous dire pour toi ce que représente la Nakba? في البداية مساء الخير لكم جميعا وشكرا على الاستضافة. النكبة هي يعني معاناة لنا جميعا للفلسطينيين، ولكن المعاناة الأكثر هي لا شك للاجئين. أنا سأتحدث عن أبي اللي في سنة 1948 كان عمره 18 عام عند الهجرة، عندما قامت العصابات الصهيونية بقتل العديد من الرجال في القرية التي يسكن فيها لدفعهم للهروب واللجوء إلى منطقة أخرى. من عام 1948 وحتى الآن والدي يسكن في قطاع غزة، وما يخطر على باله فقط في هذه الأيام، وهو بالمناسبة يعني الآن يبلغ من العمر 90 عاما، فقط يتذكر أيام الشباب وأيام التي قضاها في القرية التي هجر منها، ويتحدث بالغالب ليس لي والآن يتحدث لأحفاده عن المدرسة التي درس بها المرحلة الابتدائية والتي تحولها بعد. دكتور عائد، مش عم تخليني ترجم، اعمل معروف. نسيت انا اسف. اوكي راح ارجع اعيد من الاول. Ok, donc en fait, c'est une grande souffrance pour nous. C'est une souffrance, énorme souffrance pour tous les Palestiniens. Mais je vais surtout parler de mon père qui était expulsé de son village. Il a actuellement 95 ans. اوكي، لانه قلت لي ما حفظتش كثير، لانه انطرد من ضيعته بياك، هلا وصلت لهلا انه ما عادش عرفت شو الباقي. اوكي، انطرد في 1948 وهو منذ ذلك التاريخ وحتى الان هو في غزة. Donc il a été expulsé en 48 et depuis ce temps-là, il vit à Gaza. الآن والدي عمره 90 عاما وهو يتحدث غالبا ليس فقط لأبنائه وأيضا لأحفاده عن الحياة في القرية في تلك الفترة. Donc depuis en fait maintenant à Gaza, et il parle souvent à ses enfants et à ses petits-enfants de la vie dans son village là où il était expulsé. يحدثهم عن المدرسة التي تلقى بها دراسته في المرحلة الابتدائية. Il leur parle de l'école primaire où il a fait ses premières études. والتي حولها بعد ذلك الجيش الإسرائيلي إلى معسكر للجيش. Et que l'armée israélienne l'a transformé en base militaire pour l'armée. من 4 سنوات كان في له فرصة أن يشاهد وأن يمر أثناء سفره إلى الأردن. Donc il y a 4 ans, il avait une occasion pendant un voyage en allant en Jordanie. أن يعني يقضي عدة دقائق في قريته. Donc à passer quelques minutes dans son village. وكان شيء مؤثر عندما كان حفيده معي أيضا في هذه الزيارة. Et c'était quelque chose d'émouvant, surtout qu'il y avait aussi son petit enfant, son petit-fils avec lui dans cette visite. رغم إنه مر 72 عام على النكبة، إلا أننا كفلسطينيين ليس فقط أبي وإنما أنا أيضا وأطفالنا أيضا يتذكرون هذا الموضوع ويصرون على العودة. Donc, bien que ça fait 72 ans que le Nakba s'est déroulé, moi, mes enfants et mon père et mon grand-père, et mon père, nous insistons, nous sommes déterminés à retourner dans notre village. Donc, maintenant, c'est Rania Mouhareb qui va nous dire ce que représente la Nakba pour elle. Elle est juriste chargée de plaidoyer auprès de l'ONG palestinienne des droits de l'homme Al-Haq. Elle est spécialiste en droit international des droits de l'homme
et en droit international humanitaire. Merci beaucoup Anne et bonsoir tout le monde. Merci à l'AFPAS d'avoir organisé cette conférence de débat à la veille de la commémoration de la Nakba. Donc pour moi, je dirais que la Nakba représente à la fois la mémoire collective du peuple palestinien, c'est-à-dire le droit et la volonté du retour et de l'autodétermination, mais aussi une réalité d'impunité qui continue pour l'évaluation de ces mêmes droits inaliénables. Pendant la Nakba, comme le disait Anne, les forces sionistes ont violemment déplacé près de 2/3 du peuple palestinien de leurs terres et de leurs domiciles dans leurs villes et villages d'origine. Elles ont commis des massacres de près de 10 000 personnes et détruit 531 villages palestiniens. À l'époque, les transferts de population et la destruction massive de biens sans motif constituaient déjà des crimes de guerre. Mais les responsables des forces sionistes n'ont jamais été jugés. 72 ans plus tard, les mêmes crimes continuent à être commis des deux côtés de la ligne verte. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la Cour pénale internationale qui peut les juger et qui doit rendre justice aux victimes palestiniennes. Maintenant, la parole est à Majed Bamia. Il est ambassadeur, coordonnateur politique et conseiller juridique à la mission de l'État de Palestine auprès des Nations Unies. Majed, c'est à toi. Merci. La Nakba, pour les Palestiniens en général, c'est la dépossession, c'est le déplacement et le remplacement, et c'est le déni des droits. Et donc, je pense qu'une fois qu'on a donné cette définition, il est clair que cette Nakba n'a jamais cessé au cours des 72 dernières années et qu'elle se poursuit et qu'elle s'intensifie sous les attaques d'Israël contre notre existence et notre présence sur notre terre. Pour moi, plus particulièrement, si je dois évoquer un souvenir, c'est un souvenir que je n'ai pas eu, c'est un souvenir que ma mère a partagé avec nous très tôt. C'est des coups contre une porte. C'est les coups de mon grand-père quand il a enfin pu aller à Yafa après l'occupation de 67. C'est contre la porte de sa propre maison qu'il portait ses coups, où quelqu'un maintenant y vivait et lui refusait l'accès à sa maison qu'il voulait montrer à ses filles adolescentes, dont ma mère. Et l'écho de ces coups a nourri l'engagement politique de ma mère pendant 50 ans et jusqu'à aujourd'hui me guide dans mon propre engagement politique. Et donc maintenant, nous allons donner la parole à Moundir Amira. Il vit dans le camp de réfugiés d'Aïda à Bethléem. Il coordonne les activités du centre des jeunes du camp, mais c'est surtout en tant qu'acteur de la résistance populaire dans le district de Bethléem et dans toute la Cisjordanie, et comme coordonnateur du comité de coordination de la résistance populaire qu'il est connu parmi nous et reconnu. Moundir. J'entends pas. Et il faut lui mettre le micro. Il faut qu'il mette le micro. مش عم بسمعك إذا بتحط الميكرو الله يخليك مش عم بسمعك. أنت هيك سامع؟ هلا سامع. باعتقادي ما فيش مصطلح في العالم ممكن يعبر عن ما حدث في عام 1948 إلا كلمة نكبة وهي نكبة. Donc, je ne crois pas qu'il existe un autre terme qui pourrait exprimer tous les sens et les significations de mot Nakba. هاي النكبة اللي بنعيشها بشكل متكرر من 48 كل يوم في حياة الشعب الفلسطيني وهو بعيد عن أرضه عن الحلم اللي هو حلمه هي كمان نكبة. Donc, c'est cette Nakba que nous vivons d'une manière répétitive et quotidienne. Et tout ce qu'on subit actuellement aussi, c'est toujours la Nakba. هاي النكبة هي كمان تعريف آخر هي جريمة. لازم نعرف إن هاي النكبة هي جريمة قام بها العصابات الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. Donc, il faut être sûr, enfin, il faut comprendre que Nakba, c'est synonyme de jarima qui était commis par les groupes terroristes sionistes contre le peuple palestinien. اللي حرمتنا من ما يقارب ال 536 قرية ومدينة فلسطينية تم تدميرها عام 1948. Donc, plus de 500 à 600 villages et villes qui ont été détruites et brûlées
en 1948. 58 مجزرة قام فيها هذا الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا. 58 massacres ont été commis par les groupes sionistes contre notre peuple. هذا بالشكل المادي اللي عاناه الشعب الفلسطيني خلال 72 سنة الماضية. Donc c'est ce que notre peuple, d'une manière matériellement, enfin il a souffert de ça matériellement, psychologiquement en fait, c'est ce qu'il a subi depuis النكبة. في الذكرى 72 بقول بدنا 72 سنة أخرى للحديث عن الانتهاكات اللي مارستها الحكومات الاحتلال خلال السنوات الماضية عشان نتحدث عن المعاناة الإنسانية اللي عاناها الشعب الفلسطيني. Donc 72 ans après, il faut toujours que nous commémorons cette terrible tragédie que notre peuple a subi et continue à subir. اللي من أهمها حرماننا من الحرية كشعب فلسطيني. Et dans les conséquences les plus importantes, c'est nous priver de notre liberté. يعني في حد ممكن يقول إنه في عنده والد ممكن يحكي عن المأساة ويحكي عن القرية وينقل صورة القرية، لكن تخيلوا والد توفي وهو يعني بس الحلم الوحيد إنه يوصل القرية اللي طرد منها، بس يعني يشم شوية هواء من هاي القرية اللي قام الاحتلال في 48 بطرده منها. Et son père qui portait le souvenir de son village et qui avait toujours le rêve de rentrer dans son village, de la voir, de la sentir quelques instants, il est mort sans pouvoir accéder à ce rêve. وهذا هو الحرمان اللي بنعاني منه احنا من 72 سنة. Et c'est ça, les privations, ça fait partie des privations que nous subissons depuis 72 ans. شكرا. Merci. Donc, on le voit bien, la Nakba n'est pas seulement la date d'une commémoration. On le sent bien dans les témoignages que nous venons d'entendre. La Nakba, c'est vraiment un processus de dépossession et d'expulsion qui a démarré avant 48 et qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui et qui est vraiment toujours à l'œuvre. Et les annonces d'annexion de Netanyahou d'une partie de la Cisjordanie sont là pour le démontrer s'il en était besoin. Nous allons donc demander maintenant à nos invités de nous dire comment ils vivent la situation sur le terrain en ce moment, comment ils analysent les nouvelles violations de leurs droits et quelles sont leurs armes pour résister et comment ils s'en servent. Donc, je passe la parole en premier à Moundir pour nous dire comment ils vivent sur le terrain à l'heure actuelle la situation. يعني الضم يعني احنا بنعاني منها من اول يوم اصبح عندنا سلطه فلسطينيه على الارض. تقسيم الارض الفلسطينيه من اراضي الف باء وسي، احتفظت حكومه الاحتلال بمعظم الاراضي الفلسطينيه. Donc depuis qu'il y a eu l'autorité palestinienne jusqu'à aujourd'hui, les régions palestiniennes ou les Palestiniens, ils étaient divisés en plusieurs parties, A, B, C, et Gaza. ففكرة الضم هي مش فكرة جديدة باعتقادي، هي فكرة قديمة. الاحتلال الإسرائيلي من أول يوم فكر يعمل سلام مع الفلسطينيين، هو كان بفكر يكسر شوكة المقاومة عند الفلسطينيين، وكانش بنية الاحتلال عمل سلام حقيقي على الأرض. Donc, mais depuis les accords, il n'a jamais abandonné sa volonté d'annexer tous les territoires de Palestiniens et de humilier les Palestiniens et de les priver de tous leurs droits. إذا بدنا نحكي عن الكورونا، يعني الكورونا هي نوع من أنواع الاحتلال بالنسبة لنا في فلسطين. يعني ما كورونا تضاف للاحتلال، من غير الاحتلال إحنا ما فيش عنا كورونا. تخيلوا إنه يعني إحنا تقريبا فلسطين أصبحت خالية من هذا الفيروس، لكن الخطر الوحيد هو ما يرسله الاحتلال لمناطق المحتلة من أراضي المحتلة 48 ومن الفيروسات اللي موجودة داخل دولة إسرائيل.
Donc, la Corona, c'est une autre occupation, c'est une autre guerre contre les peuples palestiniens. Et en fait, sans l'occupation israélienne, la situation serait bien meilleure. Chez les Palestiniens, il n'y a pas beaucoup de contaminés. La majorité des contaminations viennent d'Israël, de l'intérieur des territoires occupés de 48. يعني الاحتلال والاستعمار يعني حاولوا يستغلوا الظرف العالمي نتاج لهذا الفيروس ولهذه الجائحة العالمية لعمل حقائب جديدة على الأرض. هدم هناك هدم مسعور في الميدان، مصادرة جديدة في إجراءات ضد المقدسيين يوم اليوم. Donc, il y a les Israéliens, ils exploitent le contexte actuel du virus pour créer de nouveaux faits accomplis sur le terrain. Il y a plus de confiscation de terres, il y a plus de destruction, il y a plus de privation pour les Palestiniens et des humiliations pour les Palestiniens. باعتقادي في الذكرى 72 للنكبة أصبحت المقاومة أكثر تقييد، نتاج للظرف العالمي. لكن هذا بيعنيش اننا وقفنا مقاومتنا. احنا شعب بعيش تحت الاحتلال، لا فيروس ولا الاحتلال رح يمنعنا من الاستمرار في مقاومة الاحتلال، لكن كما العادة نبتدع دائما أساليب جديدة في المقاومة. Donc, le contexte du virus, il a lié un peu les mains de la résistance palestinienne, mais nous n'allons pas nous arrêter pour ça. Nous allons être créatifs et nous n'allons jamais céder et abandonner à créer de nouvelles formes de résistance. في ظل المنظومة العالمية الجديدة باعتقادي احنا بحاجة ان ننظم أوراقنا وننظم نشاطاتنا وننظم مقاومتنا بشكل صحيح بحيث تكون مقاومة مجدية وتستطيع أن تؤثر ونستطيع من خلالها أن نحقق أهدافنا. عشان هيك Donc, dans cette nouvelle ordre mondial, il faut qu'on s'organise, nous les Palestiniens, un peu mieux, nous affinons notre stratégie, nous améliorons nos activités et notre lutte pour arriver mieux à nos objectifs et réaliser quelque chose. في النهاية بحب أربط كل هاي التفاصيل، الضم، الكورونا، الاحتلال، الاستعمار والمقاومة، بحب أربطهم مع بعض. بقول إنه نتاج لهذا الفيروس اللي اجتاح العالم، أنا بقول يجب أن تكون هناك فرصة أمامنا جميعا إن يكون في تحالف لكل أحرار العالم من أجل إنهاء الظلم الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا أن تكون يعني نناضل كلنا سويا من أجل قيم العدالة والحرية والحصول أيضا على كل مقومات الحياة. هذا مهم كثير، لأن قاعدين بنشوف كثير من الدول، حتى الدول اللي فيها حرية واللي فيها مصادر، الفقير لا يستطيع الحصول على الخدمات. أنا بقول إذا ممكن. Donc, dans ce contexte d'occupation, de résistance auquel s'ajoute la coronavirus, il faut qu'on exploite cette situation actuelle, nous la transformant d'une manière positive pour créer des nouvelles faits, nouvelles façons de lutter, créer une solidarité internationale encore plus forte. Il faut qu'on transforme ce coronavirus très négatif en un aspect positif pour la lutte du peuple palestinien. وإننا نقف في كل اللي يعني بيحاولوا مصادر هذا العالم اللي ذهبت للأسلحة وللاحتلال ولهاي الحركة الصهيونية والسيطرة الأمريكية، أن تذهب هذه المصادر لصالح العالم ولصالح العدالة في هذا العالم. وشكرا لك. Et donc, tous les moyens qui sont utilisés actuellement par les Israéliens, les Américains et les moyens et le soutien ou la fascination qui est envers l'occupation israélienne, il faut changer ça et il faut que tous ces moyens soient orientés vers plus de la paix, plus de paix et vers l'aide des personnes qui ont vraiment besoin de l'aide au lieu de l'utiliser dans la destruction
et dans les guerres. Donc, merci Moundir. Maintenant, je passe la parole à Nada pour qu'elle nous dise comment elle analyse la situation actuelle entre annonce d'annexion, situation avec le corona sur le terrain, etc., et dans le contexte mondial. Merci Anne. Je vais me concentrer surtout sur l'exemple de Jérusalem pour discuter de l'annexion. Dans mon travail, je me suis surtout concentrée sur les politiques israéliennes de transfert des Palestiniens de Jérusalem. L'annexion de Jérusalem, qui, comme tout le monde le sait, est illégale selon le droit international, est très révélatrice de la politique israélienne suivie en Cisjordanie, de cette politique d'annexion. Suite à l'annexion de l'Est de la ville en 1967, Israël a mis en place des lois et des politiques de transfert de la population palestinienne avec le but de créer une majorité juive dans la ville. Et cela à travers deux politiques majeures. Sans rentrer dans les détails, je vais évoquer deux politiques. La première, les révocations de résidence des Palestiniens de Jérusalem, qui est un outil clé du transfert. Les Palestiniens de Jérusalem sont traités depuis 1967 à aujourd'hui comme des immigrés dans leur pays, à qui Israël peut révoquer le titre de séjour sur la base de critères qui ne cessent de s'étendre. Ensuite, nous avons la planification urbaine qui est discriminatoire et qui vise à interdire la construction pour les Palestiniens dans plus de 85% de la ville, c'est-à-dire de l'Est de la ville, c'est-à-dire de l'Est de Jérusalem. Les 13% de l'Est de la ville de Jérusalem, où les Palestiniens ont en théorie le droit de construire, sont déjà densément construits depuis 1967. Pour construire, les Palestiniens doivent demander des permis de construire, qui sont rejetés en grande majorité par l'occupation. Israël a démoli les maisons des Palestiniens depuis des années, démolit de manière systématique les maisons des Palestiniens dans le but de vider la ville de Jérusalem de ses habitants. En 2020 seulement, 48 maisons ont été démolies à Jérusalem. Entre 2009 et 2020, plus de 13 300 maisons ont été démolies et plus de 2300 Palestiniens déplacés suite aux démolitions. Dans le contexte de Covid-19, il faut noter qu'un tiers de la population palestinienne de Jérusalem habite une maison sans permis de construire et vit avec le risque de la démolition. À travers ces politiques, les gouvernements successifs israéliens ont limité la population de Jérusalem. En parallèle, ils ont mis en place des politiques de transfert de population palestinienne dans les zones qu'ils visaient à annexer. L'exemple le plus frappant est celui de la zone C, qui représente 60% de la Cisjordanie. 60% de la zone C est interdite à la construction des Palestiniens. Dans les 30% où les Palestiniens ont théoriquement le droit de construire, 99,7% des demandes de permis de construire ont été rejetées par Israël entre 2008 et 2012. Déjà entre 1888 et 2013, plus de 12 500 ordres de démolition ont été émis par les autorités d'occupation dans cette zone. En parallèle, la politique de colonisation s'intensifie dans cette région comme à Jérusalem. Dans la zone C, il y a plus de 125 colonies et plus de 100 colonies dites sauvages. En réalité, l'annexion annoncée par le gouvernement israélien d'une partie de Cisjordanie planifiée pour juillet 2020 n'est que la reconnaissance dans la loi israélienne de l'annexion qui, sur le terrain, est une réalité depuis des dizaines d'années. Merci infiniment, Nada, pour nous transmettre la connaissance et tout le travail que tu as fait sur Jérusalem. Maintenant, nous allons passer la parole à Aed pour qu'il nous parle de la perception des choses à Gaza. Aed. اوكي يعني مثلما حملنا المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة المسؤولية عن النكبة الفلسطينية الأولى فإننا أيضا Comme nous avons porté la responsabilité à l'ONU en fait de la première de la Nakba, donc l'ONU comme elle est responsable de la Nakba. فإننا نحمل أيضا المجتمع الدولي الآن المسؤولية عن النكبة الثانية المتمثلة في خطة الضم الإسرائيلية. Donc, de la même façon, nous considérons que la communauté internationale, aujourd'hui, elle est responsable également de l'annexion de la Cisjordanie. يعني يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية لصمته عن جميع الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدون أي
أن يقوم له أي عمل أو أي تدخل. Donc, et cette communauté internationale, elle est responsable par l'immunité et par la non-condamnation des actes criminels commis par les Israéliens. يعني خطة الضم التي ستقوم بها حكومة الاحتلال هي ستقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس دولتين. Le plan d'annexion qui sont en train de mener les Israéliens dans l'impunité totale, eh ben, ça va en fait détruire la solution de deux États. لن يتبقى للفلسطينيين أي أراضي سوى بعض الكانتونات والمعازل، وهذا سيرسخ نظام الفصل العنصري التي تقوم به إسرائيل الآن. Donc, il n'y a plus que quelques cantons pour les Palestiniens. Et donc, ça va instituer, ça va solidifier, ça va permettre de mettre en place un régime d'apartheid et de ségrégation. يعني هذه التصرفات والأعمال التي تقوم بها إسرائيل ليس غريب عنها، فهي تقوم بتصرفات ويعني أفعال اتجاه الفلسطينيين ترتقي كجرائم حرب. Donc, ces comportements maintenant sont habituels et répétitifs de l'État d'Israël. En fait, ils peuvent être considérés, en fait, ils sont considérés comme des crimes de guerre. عندما نتحدث عن الكورونا يجب أن نتذكر أن قطاع غزة يقع تحت حصار منذ ما يزيد عن 13 عاماً. Donc, quand on parle de la coronavirus, de la pandémie de coronavirus, il faut d'abord se rappeler que Gaza, elle est sous siège depuis 13 ans. الفلسطينيين كما ذكر زميلي مسبقاً يواجهوا فيروسين، فيروس الكورونا وفيروس الاحتلال وممارساته. Donc, le peuple palestinien subit deux virus, le virus de la corona et de la Covid-19 et le virus de l'occupation. لكم أن تتخيلوا أنظمة صحية في دول عديدة متقدمة لم تستطع التعامل بطريقة صحيحة ومناسبة مع الكورونا. Même dans les pays avancés, avec un système de santé très développé, ces pays, ils n'ont pas pu faire face aux impacts et aux conséquences dramatiques de la coronavirus. فكيف لنظام صحي فلسطيني يعاني من الاحتلال والحصار والتمييز أن يواجه مثل هذا الفيروس؟ Alors que vous pouvez imaginer que en fait, le système de santé palestinien qui est sous occupation et qui est privé de beaucoup de choses peut faire face à ce virus. ولن أتحدث عن المعاناة العديدة التي يعني تدركونها، وهي تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة. Et donc, je parle pas à toutes les autres conséquences dramatiques qui sont liées à l'occupation, indépendamment de la virus. والتي تتمثل باعتماد 80% من الأسر الفلسطينية على المساعدات من المؤسسات الدولية. Et qui fait que, en fait, 80% des familles palestiniennes, ils ont besoin des aides. En fait, ils vivent grâce aux aides internationaux. نسبة البطالة وصلت إلى أكثر من 53%. Le chômage est plus de 53%. ومع انتشار الكورونا في خلال الشهرين الماضيين أيضا عشرات الآلاف من الشباب الفلسطيني أيضا انضموا إلى صفوف البطالة. Et donc, avec l'extension du virus, il y a encore plusieurs dizaines de milliers de jeunes Palestiniens sont dans le chômage. عندما نتحدث عن القطاع الصحي يجب أن نعرف أن البنية التحتية والنظام الصحي في قطاع غزة هي غير جاهزة لاستقبال والتعامل مع كورونا. Donc, quand on parle de système de santé, il faut être conscient que le système de santé dans les territoires occupés, plus particulièrement de Gaza, ne pourra pas faire face au virus de corona, au virus.
du فهناك coronavirus. نقص دائم ومزمن في الأدوية يصل إلى 45%. Il y a un manque dans les médicaments qui atteint 45%. Il y a 45% des médicaments qui sont pas présents. وكذلك نقص العديد من الأجهزة، وخاصة الآن نتحدث عن أجهزة لتشخيص الكورونا. Et donc, il y a également des appareils qui manquent, et parmi ceux-là, c'est ceux qui permettent de détecter la corona. وعندما نتحدث عن الأجهزة، دعوني أذكر لكم رقما واحدا فقط. في قطاع غزة عدد أجهزة التنفس التي يمكن اللجوء لها في حال انتشار المرض لدى بعض المرضى. Donc, je vais parler surtout des systèmes de respiration comment dire, intellectuelle, non, de respiration automatique. Enfin, ouais, j'ai oublié le mot, de respiration artificielle. Pardon, je trouvais pas le mot. Voilà. Donc, enfin, en termes d'appareils de respiration artificielle, عدد الأجهزة هي 4 لكل 100,000 مواطن. Il y a 4 appareils pour 100 000 citoyens, habitants. في حين أنها في دولة إسرائيل هي تصل إلى أكثر من 40 جهاز لكل 100,000 مواطن. Alors qu'il y a 40 appareils, en Israël, il y a 40 appareils pour 100 000 habitants. الرقم الثاني التي أود مشاركتكم به أن ما يصرف على صحة الفلسطينيين على الفرد الواحد بالسنة هو حوالي $290 أمريكي. Et donc, ce qui est dépensé sur la santé de chaque citoyen palestinien, c'est autour de $290 américains. في حين يصرف بجانبنا في دولة إسرائيل حوالي $3,000 أمريكي للشخص الواحد. Et alors qu'en Israël, ça atteint $3,000 par personne. هذين الرقمين يشيران إلى مدى التمييز والفارق بين الإمكانيات بين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة وبين دولة الاحتلال في إسرائيل. Donc cette échelle représente vraiment la différence ou l'ampleur de la différence entre l'état d'occupation, la société de l'état d'occupation et le peuple palestinien. لذلك نحن متخوفون جدا من في حال انتشار فيروس كورونا هنا بين اللاجئين في قطاع غزة. Et donc, nous avons très peur de l'extension de la pandémie de la corona dans les camps ici, dans les camps des réfugiés palestiniens à Gaza. لأنه قطاع غزة هو منطقة مزدحمة جدا وكثافة سكانية عالية. Donc, il y a une grande densité d'habitants à Gaza, donc ce qui augmente ce risque. طبعا تحديات عديدة أمامنا وتواجهنا لن يسمح المجال للحديث فيها الآن. On a bien sûr d'autres défis, beaucoup de défis, mais on n'aura pas le temps de parler de tous ces défis maintenant. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment très intéressant qui montre à quel point la discrimination entre les Palestiniens et les Israéliens est grande. Maintenant, nous allons demander à Rania, en tant que spécialiste du droit international des droits de l'homme et en tant que spécialiste du droit international humanitaire, comment elle peut analyser la situation actuelle. Rania. Merci Anne. Donc, comme l'ont déjà indiqué mes collègues, la situation des droits de l'homme sur le terrain continue de se détériorer. On a les Palestiniens qui confrontent non le Covid-19, mais aussi l'occupation israélienne, le blocus inhumain de Gaza, dont on vient d'entendre parler, et la discrimination raciale institutionnalisée contre tous les Palestiniens. Je vais me focaliser sur 2 points. D'une part, les violations des droits de l'homme qui continuent pendant cette période d'urgence de la pandémie, et d'autre part, comment cela reflète un régime d'apartheid israélien contre tout le peuple palestinien. Donc, d'une part, il faut dire que tout au long de la période d'urgence face au coronavirus, les violations israéliennes des droits de l'homme des Palestiniens se sont poursuivies sur le terrain. On parle d'arrestations et de détentions arbitraires, surtout dans la ville de Jérusalem, où les volontaires ont été arrêtés en désinfectant les rues, par exemple, les démolitions des maisons des Palestiniens qui continuent,
Cela comprend aussi les démolitions punitives comme punition collective. Mais on a aussi les restrictions à la liberté de mouvement et d'accès, ce qui aggrave bien sûr la situation de la pandémie pour les Palestiniens. D'autre part, les autorités d'occupation israélienne ont même fermé une clinique pour traiter le COVID-19 dans le quartier palestinien de Silwan à Jérusalem. C'était le 14 avril 2020. Et ils ont confisqué du matériel qui devait être utilisé dans 2 cliniques de campagne dans le nord de la vallée du Jourdain le 26 mars 2020. Cela signifie pour nous que les autorités d'occupation israélienne ont non seulement sapé les efforts palestiniens de prévention pendant la pandémie de COVID-19, mais ils ont également poursuivi leur politique et pratique de discrimination raciale institutionnalisée, et cela des 2 côtés de la ligne verte. Par exemple, les informations sur COVID-19 n'étaient pas disponibles en arabe au départ. D'ailleurs, il a fallu beaucoup de temps pour ouvrir des centres de tests COVID-19 dans les communautés palestiniennes au sein de la ligne verte, y compris, mais encore à Jérusalem, Est occupé, tandis que des mesures disproportionnées ont été prises par le gouvernement israélien pour effectuer une surveillance de masse de patients COVID-19 et de ceux avec qui ils sont venus en contact. La réponse israélienne au COVID-19 confirme ce que nous savions déjà, que les violations des droits de l'homme israéliennes non seulement continuent pendant les périodes d'urgence, mais qu'elles sont un élément essentiel de la politique coloniale d'Israël et qu'elles sont menées pour maintenir son régime d'apartheid contre tous les Palestiniens. Nous voyons maintenant des tentatives d'annexer davantage de parties de la Cisjordanie, ce qui servirait à ancrer la fragmentation du peuple palestinien et du territoire palestinien, et ce qui contribuera encore au maintien du régime d'apartheid israélien. Dans ce contexte, et alors qu'on commémore 72 ans de la Nakba, on doit reconnaître la continuité de la politique israélienne qui vise tout le peuple palestinien dans son ensemble depuis 1948. En fait, l'annexion de la vallée du Jourdain ne créerait pas une situation d'apartheid. Elle ne ferait que cristalliser un régime d'apartheid qui est déjà en place et qui prive tous les Palestiniens de la possibilité d'exercer leurs droits inaliénables. En particulier, on parle du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Cela comprend la souveraineté sur les richesses et les ressources naturelles, mais aussi le droit au retour des réfugiés palestiniens dans leurs terres et leurs domiciles, dans leurs villages et villes d'origine, comme ancré dans le droit international depuis la Nakba. Merci beaucoup, Rania, pour toutes ces précisions et ce rappel à la Nakba qui sera commémoré demain. Maintenant, pour conclure cette partie sur l'analyse de la situation actuelle, je passe la parole à Majed Bamia. Majed. Merci. Juste commencer par dire que l'objectif d'Israël, ce que nous accusions Israël de vouloir faire depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, c'était de récupérer le maximum de terres avec le minimum de Palestiniens. Et donc, quand l'occupation de 1967 commence, l'occupation veut dire une situation temporaire dans une situation de conflit où la partie occupante n'essaie pas de clamer sa souveraineté sur le territoire qu'elle vient d'occuper. Et donc, dès le départ, l'occupation israélienne est très particulière parce qu'elle va s'assurer que le territoire qu'elle occupe, là où il n'y a pas de Palestiniens qui vivent déjà dans ce territoire, soit vide. Nada a évoqué un peu ces chiffres, mais par exemple, à Jérusalem-Est, les Palestiniens auront le droit de construire dans 13% de Jérusalem-Est. C'est là où ils vivent déjà. C'est là où il y a déjà des Palestiniens qui vivent. Dans ce qu'on appelle la zone C, qui est 60% de la Cisjordanie, les Palestiniens ne pourront pas construire que sur 1% de la zone C. 1% de ces 60% de la Cisjordanie. Et la raison, c'est que ce n'étaient pas les villes, c'est des territoires entre les villes et les villages ou dans la vallée du Jourdain, des terres agricoles, des terres d'État qui étaient vides. Et donc, elle a interdit aux Palestiniens de s'étendre dans leur espace naturel et dans leur pays. Et face à ce confinement des Palestiniens, là où ils habitaient déjà, on a eu une expansion des colons israéliens et de la présence militaire israélienne. Et donc, l'annexion, si vous voulez, et bien sûr, il y avait déjà des preuves assez fortes avec la colonisation,
avec la déclaration de zones militaires, etc. Mais l'annexion, c'est un peu la preuve ultime de l'intention criminelle qui a motivé Israël depuis le début de son occupation. Et ça a un nom en droit international et dans l'histoire. Ça ne s'appelle pas occupation, ça s'appelle le colonialisme. Et le colonialisme, c'est une des choses les plus abjectes de l'histoire qui a été rejetée. Il y a deux phénomènes dans l'histoire qui sont parmi les plus condamnés et condamnables. Il y a le colonialisme et il y a l'apartheid. Et donc nous avons cette situation où, en raison du confinement des Palestiniens et de la domination qui est exercée sur eux, on est dans une situation et de discrimination et dans une situation qui correspond de plus en plus à la situation d'apartheid, comme le dénoncent même les Sud-Africains qui ont vécu cette situation. Et nous avons une situation de colonialisme. Et donc, ce système international, ce droit international a été construit aussi sur le rejet de ces phénomènes. Et cet exceptionnalisme israélien doit maintenant s'arrêter. Il ne suffit pas de dire que tel acte ou telle politique est condamnable. Il s'agit de maintenant parler des intentions et de l'intention criminelle qui motive Israël à conduire toutes ces actions illégales qui ne peuvent pas être prises séparément, mais qui doivent être vues en ensemble, comme un ensemble. Et l'annexion permet cela, permet de tout mettre en perspective. Et donc, pour les Palestiniens, c'est une guerre sur leur présence sur leur terre. Même les Palestiniens d'Israël, en quelque sorte, subissent ces discriminations et subissent ces attaques contre leur présence. On le voit dans des villes, y compris comme Jaffa aujourd'hui, ou comme Haïfa, ou comme Nazareth, ou encore plus dans ce qu'on appelle le triangle juste au nord de la Cisjordanie, ces politiques discriminatoires, etc., qui visent à les réduire à des citoyens de seconde zone. Et dans la Cisjordanie, c'est une bataille maison par maison, arbre par arbre, territoire par territoire, pour préserver la présence palestinienne et l'identité palestinienne. Bien sûr, il y a une zone de confinement absolue qui a toujours été une zone de confinement des Palestiniens, c'est la bande de Gaza, et le blocus ces dernières 13 années est l'expression ultime de ce confinement des Palestiniens et de la volonté de les diviser dans des territoires fragmentés, dans des zones de population, là où la population existe, en les privant de leurs terres, en leur privant de leurs ressources et en les privant de leur indépendance et de leurs droits. Nous sommes donc face à une réalité aujourd'hui qui est extrêmement critique et à un moment où le monde est occupé par beaucoup d'autres questions. Mais dans la perspective historique, nous étions dans un grand risque de disparaître en 1948, de disparaître de la géographie et de disparaître de l'histoire. Nous avons réussi notre résurrection dans l'histoire et en partie dans la géographie, et cela grâce à la détermination de notre peuple et à sa résistance, et aussi grâce à la solidarité internationale qui n'a cessé de se renforcer, notamment après 1967, quand il y a eu une prise de conscience de ce que constituait notamment une occupation militaire comme celle qui a été lancée à ce moment-là. Et donc, il faut espérer que nous trouvions les moyens de dire que cette question doit rester une question prioritaire et que le fait qu'il y ait eu 70 ans n'est pas une raison de perdre espoir, c'est peut-être une raison de perdre patience et de prendre les mesures qui s'imposent pour que cette situation ne continue pas et ne condamne pas de nouvelles générations du peuple palestinien ou à l'exil, ou à l'oppression, ou aux discriminations, ou à l'ensemble. Bertrand, normalement, c'est toi. Hein? Et avec le micro. Donc, effectivement, nous avons été tous frappés par vos témoignages particulièrement forts sur vos luttes actuelles, sur ce que vous vivez en Cisjordanie, à Jérusalem, à Gaza, sur la situation des droits de l'homme accentuée par le plan Trump, les projets d'annexion, l'épidémie. En cet anniversaire de la Nakba, vous avez mis en évidence la continuité du passé et du présent. Les intentions criminelles, le projet colonial, la situation d'apartheid. Vous avez dit aussi
que les masques tombent. Et donc, notre question là maintenant, c'est si on vous demande de parler de l'avenir, quelles sont quelques idées forces que vous auriez envie de dire de manière rapide, c'est-à-dire, pour vous, est-ce que les priorités des revendications du peuple palestinien évoluent? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Et comment vous voyez l'évolution des formes de lutte? Quel est le rôle de la solidarité internationale et aussi des organismes internationaux? Et d'une manière générale, quelle est votre vision de l'avenir? Alors, c'est un programme un peu long que je vous donne, mais si vous pouvez choisir 2 ou 3 idées forces que vous avez envie de mettre en avant de manière assez rapide. Et je vous propose donc de commencer dans un ordre différent, de commencer cette fois par Majed. Majed, comment vois-tu finalement l'évolution des priorités, des formes de lutte et quelle vision de l'avenir? Et puis toi qui es diplomate, quel rôle tu vois, comment tu vois l'articulation de ton action, par exemple à l'ONU, et de ce qu'on peut faire nous au niveau de la solidarité internationale? Je voudrais commencer par dire sur les formes de lutte qu'en fait le peuple palestinien est quasiment condamné, quelle que soit la forme de lutte qu'il prône. Et que nous sommes une partie de l'histoire, y compris l'histoire des peuples qui ont lutté de tout temps contre l'oppression sous toutes ses formes, contre le colonialisme, contre l'occupation, contre l'apartheid, contre les discriminations, les grands mouvements de l'histoire, que ce soit les mouvements de libération nationale, ou que ce soit le mouvement pour l'égalité aux États-Unis, ou que ce soit les mouvements dans le reste du monde. Et donc, quels sont les moyens que les peuples ont entrepris pour obtenir leur libération? Je commence par les moyens militaires qui ont été utilisés par tout un tas de peuples en résistant à une occupation étrangère. Si c'est les Palestiniens, la résistance militaire, y compris celle qui cible des cibles militaires, celle qui est autorisée aussi par le droit international humanitaire, elle est condamnable sous le nom générique de violence. Et donc, la violence des Palestiniens est condamnable, même si elle s'exerce contre des militaires, et la violence israélienne est à peine critiquable, même quand elle s'exerce contre les civils. Et vous le voyez, quand nous avons eu plusieurs guerres contre la bande de Gaza, les critiques comparées à des critiques qu'on voit dans d'autres situations sont extrêmement mesurées et se limitent à dire qu'il y a peut-être une disproportion quand on a 80% de civils qui sont tués. Ok, on dit on ne va pas utiliser les moyens militaires, on va utiliser les moyens pacifiques. On va utiliser les moyens pacifiques. Ok, nous faisons des grandes manifestations pacifiques qui sont là aussi, qui peuvent rappeler le mouvement de Gandhi, qui peuvent rappeler Martin Luther King. Nous avons ici un des héros de la résistance pacifique palestinienne, Monzar Amira, dont le courage est exceptionnel et que j'ai eu l'occasion de côtoyer personnellement et de voir ce courage à l'œuvre. Si les Israéliens tirent sur des manifestants, qu'est-ce qui se passe? On va se poser la question. Est-ce qu'ils ont jeté quelque chose? Est-ce qu'il y avait des pierres? Est-ce qu'il y avait des attaques? Et on va encore peut-être parler de disproportion, de la nécessité d'investigation et même de demander aux Israéliens de faire les enquêtes, comme si les Israéliens étaient crédibles quand ils enquêtent sur ces situations. Et donc nous, on a souvent demandé des enquêtes internationales qui sont toutes très claires sur le fait qu'Israël, c'est pas qu'elle tire sur des cibles militaires ou sur des personnes qui constituent des menaces sur la vie des soldats, c'est qu'elle tire sur des personnes qui ne constituent aucune menace et qui sont en train de manifester pacifiquement, y compris dans leur tête. Et c'est ce que nous avons vu pendant la marche du retour qui s'est lancée de Gaza, où des dizaines de gens ont été tués par balle dans la tête. Et donc, la résistance pacifique, oui, les Palestiniens peuvent la pratiquer, mais on continuera à avoir des doutes sur le fait qu'ils sont vraiment pacifiques. Et puis, Israël pourra tuer qui elle veut dans le cadre de ces manifestations. Et puis, nous avons, certains d'entre nous qui sommes en train de parler, des expériences assez claires en la matière. Bon, alors on va utiliser une autre méthode, le boycott des investissements sanctions. Ça, c'est quelque chose qui a été pratiqué à la fois dans les deux mouvements que j'ai évoqués tout à l'heure, à la fois en Inde, en Afrique, mais aussi en Afrique du Sud, et aussi ici aux États-Unis.
du boycott des bus jusqu'à un mouvement BDS international pour dénoncer les discriminations et l'oppression. Quand il s'agit des Palestiniens, tout de suite, on a des accusations extrêmement graves d'antisémitisme, de racisme, et on criminalise le BDS qui a été utilisé de tout temps contre ce genre de situation, on le criminalise et les gens sont punissables devant la loi. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On demande la reconnaissance de l'État de Palestine. On nous dit certains États, y compris la France, qui est un des soutiens très importants du peuple palestinien, hésitent. D'autres États nous disent il faut que ce soit le résultat de la négociation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre État est soumis au veto israélien, tandis que l'État israélien, lui, existe. Le fait que nous ayons un État reconnu, c'est un problème pour les négociations, alors que l'objectif des négociations, c'est une solution à deux États. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ne pas reconnaître l'État palestinien? Quand nous faisons des actions devant la Cour pénale internationale, qu'on se soumet à la justice internationale, ça doit être salué, ça, quand même. Nous avons des États européens qui viennent devant la Cour, disent « mais l'État de Palestine n'est pas un État et donc il faut que la Cour déclare qu'elle n'est pas compétente ». Qu'ils le veuillent ou pas, que ce soit leur intention ou pas, le résultat, c'est d'aider ceux qui perpétuent des crimes de guerre et de s'interposer entre les victimes et l'espoir de justice qu'ils attendent depuis 70 ans maintenant. Et donc, vous êtes dans une situation absurde où, quelle que soit la voie que vont pratiquer les Palestiniens, un avantage incroyable sera donné à la partie israélienne. Et donc, la première chose, c'est de défier cette absurdité, c'est de dire les choses telles qu'elles sont, sur le fait que nous aussi, on veut pouvoir négocier la paix. Donc, tout le monde veut qu'on négocie la paix. Mais vous ne pouvez pas négocier la paix avec une puissance coloniale qui vous démontre tous les jours qu'elle a l'intention de poursuivre sa colonisation, qui vous démontre tous les jours qu'elle ne respecte pas et qu'elle va continuer à son déni des droits du peuple palestinien. Et donc, pour nous, la transformation, c'est de briser ce tabou. Le plus important que nous puissions faire, c'est qu'il n'y ait plus de tabou autour d'Israël, c'est qu'il n'y ait plus d'exceptionnalisme israélien. Nous ne demandons pas d'être jugés mieux que les autres, nous demandons d'être jugés par les mêmes règles que le reste du monde. Qu'est-ce que le monde fait quand il y a une situation d'annexion? Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises? Est-ce qu'il y a des sanctions qui ont été prises? Comment agit le Conseil de sécurité dans des situations de crise? Est-ce qu'il intervient dans certaines situations? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des situations de crimes de guerre qui se poursuivent sur des années et des décennies? Et je pense qu'un des éléments les plus importants pour nous, c'est que est-ce qu'on est capable de faire en sorte que le mouvement de solidarité continue à croître? Encore une fois, je l'ai dit, il y a eu une prise de conscience en 1967. Est-ce que ce moment-là peut être un moment de prise de conscience d'une nouvelle génération sur l'importance? C'est ça que tu nous dis, Majed. Hein, c'est ça que tu nous dis. Tu nous dis, on est dans un moment qui est exceptionnel comme 1967. Il faut que les choses changent de manière radicale. Est-ce que tu peux juste peut-être conclure ton intervention sur ce que tu penses pour l'avenir, le plus important en un mot, en deux mots pour Non, le plus important sera toujours la résilience du peuple palestinien. C'est la base de tout. Et donc, notre unité est un élément décisif pour pouvoir continuer à nous battre. Et puis, c'est notre capacité à nous entrelacer avec les autres mouvements qui luttent pour la justice et l'égalité sous toutes les formes, et la liberté. C'est de ne pas nous retrouver isolés les uns et les autres dans nos luttes, en voyant les divergences qui peuvent y exister, mais de créer les ponts nécessaires pour pouvoir créer le monde de demain. Si aujourd'hui nous voyons des forces extrêmement obscures être très très fortes, c'est l'histoire, elle est comme ça. Elle est faite de vagues successives. Et donc, nous allons créer la contre-vague. Il ne faut pas perdre espoir qu'il y a une contre-vague et le destin du peuple palestinien ne sera jamais d'être occupé, opprimé et brisé. Notre destin, c'est d'être libre. Et Merci, donc, il faut Majed. croire à ce destin. Merci beaucoup, Majed. Donc, reprendre le dessus par rapport à des forces obscures, retrouver l'unité. Nada, toi qui es à la fois à Jérusalem, en plaidoyer dans des organisations de défense des droits de l'homme, comment tu vois un peu aussi cette manière? Est-ce que tu penses aussi que la situation est exceptionnelle aujourd'hui? Comment tu vois l'articulation entre le combat des Palestiniens et ce qu'on peut faire aussi au niveau de la solidarité internationale? Merci Bertrand.
Je vais vous parler très brièvement de rapports qui ont été faits par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la Palestine, M. Michael Link, qui a étudié dans ses rapports l'impunité d'Israël comme source de continuité des violations commises contre les Palestiniens. Je vais citer une phrase, c'est, je commence, particulièrement tributaire de la communauté internationale pour le commerce, les investissements et la coopération diplomatique, Israël n'aurait pu maintenir jusqu'ici une occupation à ce point répressive, en violation flagrante du droit international, sans le soutien actif ou la négligence malveillante de nombreux pays du monde industrialisé. Fin de citation. En réalité, aucun responsable israélien n'a été jugé pour les crimes de la Nakba. Et depuis 1948-1949, aucune mesure n'a été prise pour juger les crimes commis contre les Palestiniens. Les simples condamnations par la communauté internationale des violations commises par Israël ne représentent en aucun cas des solutions ou des actions pour mettre fin aux crimes israéliens, qui s'élèvent aux crimes d'apartheid, mais vraiment un soutien à ces politiques. Selon, encore une fois, le professeur Michael Link, je cite, « Dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de loi, mais le défaut de volonté politique internationale qui est un problème majeur. » Fin de citation. Afin de remédier à cette absence de volonté politique, nous appelons les sociétés civiles à reconnaître que la situation en Palestine et contre les Palestiniens, qui soient en Palestine ou à l'extérieur de Palestine, est une situation d'apartheid qui est imposée par Israël sur le peuple palestinien en entier. Et nous demandons aux sociétés civiles de se mobiliser afin de mettre fin au régime d'apartheid israélien. Donc, s'appuyer sur les rapports internationaux, mettre fin à l'impunité. Aed, je voudrais te demander comment tu vois, comment on pourrait voir, quel pourrait être le rôle des jeunes générations, comment la situation pourrait changer, y compris à Gaza, après 13 ans de blocus. On dit que c'est plus possible, on dit que le Covid-19 montre que ça ne peut plus durer. Comment il faut faire pour changer la forme de la lutte et faire que les choses changent vraiment. يعني من الصعب فصل غزة عن بقية المناطق الفلسطينية، عن الضفة وعن القدس وعن بقية المناطق المحتلة، ولكن دعني. Il est difficile de séparer Gaza de Cisjordanie et des différentes régions palestiniennes, mais laissez-moi. دعني أؤكد وأكرر مرة أخرى أنه على الرغم من الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، إلا أننا كفلسطينيين نعرف بأن قضيتنا عادلة وأنها تحظى بتأييد العديد من شعوب العالم. Donc, mais nous, les Palestiniens, malgré l'injustice que nous avons subie depuis la Nakba, mais nous sommes convaincus de notre droit et de la justesse de notre cause. وأيضا ندرك بأن عدونا دولة الاحتلال الإسرائيلية هو يعني عدو احتلالي استيطاني يعمل على تهجير جميع الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية. Et donc, nous sommes aussi conscients que l'armée d'occupation israélienne, elle va continuer à faire tout ce qui est dans son pouvoir pour réduire la présence palestinienne en Palestine et expulser le maximum possible. ولمواجهة هذا الاحتلال والوصول إلى أهدافنا التي نعرفها تماماً. Et pour faire face à cette occupation et pour atteindre nos objectifs que nous connaissons, أعتقد بأنه لدينا العديد من المهام التي يجب القيام بها. Nous avons plusieurs missions qu'on doit mener. أولها هو التوحد الفلسطيني، أن ننهي الانقسام الفلسطيني الداخلي وأن نستعيد وحدة جميع الفلسطينيين في إطار قيادة موحدة. Donc, d'abord, mettre fin à la division palestinienne, unir le peuple palestinien et établir une seule direction dans la lutte du peuple palestinien. وأن ينضم جميع الفلسطينيين إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
et que tous les Palestiniens devraient adhérer à l'OLP, qui est le seul représentant du peuple palestinien, qui est le principal représentant du peuple palestinien. لأنه من الصعب الحديث عن مواجهة مخطط الضم والمخططات الإسرائيلية في ظل وجود الانقسام الفلسطيني. Donc, il est extrêmement difficile de faire face au plan israélien à l'ombre ou dans le contexte de la division des Palestiniens. المهمة الثانية أمامنا هو كيف لنا أن نعمل على أن ندعم صمود الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وعدم تركهم للهجرة إلى مصيرهم الشخصي. Il faudra qu'on trouve un moyen pour soutenir les Palestiniens et essayer de trouver un moyen pour qu'ils ne partent pas, parce que à cause de leurs conditions là-bas, ils pourraient être amenés ou forcés à partir. وهذا يتطلب من القيادة الفلسطينية سياسات اقتصادية واجتماعية داعمة للفلسطينيين وخاصة في القدس ومناطق سي وفي الأغوار. Donc, ça demande de l'autorité palestinienne, des plans de soutien aux Palestiniens dans le Vallée du Jordan, dans les régions C, à Jérusalem et à Gaza. المهمة الثالثة أمامنا هي مواصلة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي. Pour l'instant, il faut continuer la résistance populaire contre l'occupation israélienne. المهمة الرابعة هي توسيع حملة التضامن وبين الأصدقاء في جميع أنحاء العالم. Et après, il faut étendre la solidarité internationale un peu partout dans le monde. وأيضا توسيع حملة الBDS وعملها والبدء الآن بالعمل من أجل فرض عقوبات على إسرائيل وعزلها على المحافل الدولية. Élargir l'activité des BDS et imposer des sanctions contre l'État d'Israël. أعتقد أن هذه مهام يجب على الفلسطينيين القيام بها بمساعدة الأصدقاء ومنهم أنتم. C'est ce que les Palestiniens doivent œuvrer vers cet objectif avec l'aide des amis dont vous faites partie. Merci Aed. Et j'ai envie de rebondir parce que Munder, je suis sûr que tu partages cette volonté d'unité, mais toi, tu la vis peut-être plus aussi tout autant sur le terrain. Et j'en ai envie de te poser la question, comment tu sens l'articulation entre l'action sur le terrain de la résistance populaire, quand tu présides puisque tu présides le PSCC, et les forces politiques palestiniennes, et comment tu sens aussi le rôle que l'on peut avoir, nous, au niveau de la solidarité internationale par rapport au peuple palestinien. يعني أنا ما بدي أكون متشائم لكن بصراحة الوضع الميداني صعب جدا. Je vais essayer de ne pas être pessimiste, mais la situation sur le terrain est très très difficile. يعني أنا عشت حياتي في مخيم يعني بتذكر من أنا وعمري 7 سنين مشارك في مظاهرات يعني مش حديثا. Donc depuis l'âge de 7 ans, je vis dans le camp des réfugiés et depuis l'âge de 7 ans, je participe à toutes les manifestations. ويعني بعد يعني شاركت في كل أشكال المقاومة لهذا الاحتلال. Et j'ai participé à toutes les formes de résistance à cette occupation. دائما كانت نفسية أبناء الشعب الفلسطيني وأملهم أكبر من هيك بكثير. Nous espérons que l'espoir des Palestiniens, enfin leur objectif et leur espoir, c'est plus grand que ça, de beaucoup, bien plus grand que ça. سبب كل هذا الانهيار في المنظومة الوطنية الفلسطينية هي أوسلو ببساطة اتفاقية أوسلو غير متكافئة. La raison de l'effondrement de la structure de la société palestinienne et ses représentants politiques, c'est Oslo. القيادة الفلسطينية كانت بتسعى لأنها توصل الشعب الفلسطيني لبر الأمان وإنه يعيش سلام على دولتين
دولة فلسطينية على أراضي ال67 بجانب دولة إسرائيل مع حق العودة. كان عندنا نقاش في هذه التفاصيل، لكن واضح أنه يعني الاحتلال كان سابقنا بخطوات كثيرة. Donc, la direction palestinienne, normalement, était censée nous amener vers la liberté, vers un État à côté de l'État d'Israël. Mais les Israéliens, ils avaient d'autres intentions et ils avaient toujours un pas d'avance sur nous. هذا سبب كل هذا الخلل، مش بس الخلل السياسي الفلسطيني، لكن عدم وجود حاضنة دولية وشيء دولي ممكن يضمن الحق الفلسطيني. Donc, en plus de ces lacunes dans la société palestinienne, il y a aussi les lacunes dans le système politique mondial, dans la communauté internationale également. إسرائيل حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية بتعمل كل ما تريد، يعني هي اللي بتقرر صفقة القرن، هي اللي بتقرر الضم، هي اللي بتقرر كل هاي التفاصيل، في حين ان كل المجتمع الدولي يعني متفرج. Donc, Israël est l'allié des États-Unis et les États-Unis, c'est elle qui présente le plan du siècle et un plan inacceptable, bien sûr, et toute la communauté internationale les regardant sans rien faire. Ils sont des spectateurs. محاولة تجريم المقاومة الفلسطينية كمان هذا جزء آخر. Et la criminalisation de la résistance palestinienne, c'est encore autre chose. حتى المقاومة السلمية أصبحت ممارستها جريمة. Même la résistance pacifique, elle est considérée comme criminelle. الفرقة الفلسطينية، الانقسام الفلسطيني سبب كمان أزمة كبيرة. Et donc, la division palestinienne, elle a jeté une grande crise interne. احنا اليوم نشعر حقيقة، بعرفش كيف ممكن ترجمها، بقول يا وحدنا يعني. Donc, nous avons le sentiment, je ne sais pas comment le dire, mais nous avons le sentiment d'une grande solitude. كل هذا يعني ما بعنيش إننا نوقف المقاومة. Tout ça, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête la résistance. أنا بقول إنه أجدادنا يوم ما طلعوا من البلاد حمل مفتاح صغير. Donc, nos grands-parents, quand ils sont partis de leur terre, de leur pays, ils ont porté une petite clé. هذا المفتاح كان هو عنوان الأمل إننا في يوم من الأيام رح نعود لهذه القرية اللي تهجرنا منها. Donc, cette clé, c'est le titre de l'espoir et de la résilience et de l'espoir qu'un jour, on va retourner dans nos terres. إحنا اليوم عملنا مفتاح طوله 12 متر. Aujourd'hui, nous avons construit une clé qui fait 12 mètres عشان نعلم أبنائنا الأمل. pour apprendre à nos enfants l'espoir. بالرغم من كل هاي التآمر الدولي على القضية الفلسطينية، بنقول إنه لا زال لسه أحرار في العالم بقفوا جنب الشعب الفلسطيني. إحنا موحدين مع بعض نقدر إن نحط حد لهذا الاحتلال ونحط حد كمان للهيمنة الأمريكية على كل العالم. Donc, malgré tous ces complots ou complicités internationales, il reste toujours beaucoup d'hommes libres dans le monde et beaucoup de solidarité dans le monde. Et si on ajoute ça à notre union, l'espoir, il est toujours plus grand, il est toujours grand. ببساطة المقاومة، simplement la résistance, الوحدة، l'union, حركة التضامن قوية، la solidarité, une solidarité internationale forte, وأمل بأن الحق سينتصر، et croire et avoir l'espoir que le droit finalement il va gagner. هذا هو الحل الوحيد لأن الشعب الفلسطيني يعيش بحرية وبسلام وبأمان. C'est la seule solution pour que le peuple atteigne ses objectifs, pour vivre en paix et avec espoir. شكرا. Merci beaucoup, Mounzer, de ton message particulièrement fort, à la fois d'espoir, de ténacité, mais aussi tu nous as
fait part d'un sentiment de solitude parfois. Et je voudrais demander à Rania si elle partage cette analyse et comment, Rania, tu vois effectivement le rôle aussi qu'on peut avoir, nous, les militants, les organisations internationales, qu'est-ce qui peut faire que le peuple palestinien soit moins seul dans son combat? Merci Bertrand. Je vais revenir vers mon point de départ qui était qu'il faut rendre justice aux victimes palestiniennes et mettre fin à cette situation d'impunité qui règne depuis la Nakba jusqu'à aujourd'hui, depuis 72 ans. Donc, il faut que la société civile, les États tiers soutiennent aujourd'hui avant tout une enquête par la Cour pénale internationale en Palestine. Je rappelle par exemple que la Cour pénale est compétente pour juger les transferts forcés des Palestiniens, la destruction continue des biens sans motif comme les démolitions des maisons, mais aussi le crime d'apartheid qui est un crime contre l'humanité selon le statut de Rome de la Cour pénale internationale. De plus, et tout en réaffirmant l'importance de la justice internationale pour la lutte palestinienne, il y a d'autres mesures qui doivent aussi être prises par les États tiers. Surtout parce que c'est leur incapacité à eux-mêmes qui a mené à cette situation d'impunité et c'est leur obligation d'agir contre les violations des droits de l'homme qui continuent. Les États tiers doivent avant tout imposer des sanctions contre Israël et d'autres mesures coercitives qui n'ont toujours pas été prises pour mettre à terme cette situation illégale. Et il faut aussi assurer que les violations des droits de l'homme continueront tant qu'il n'y a pas de justice internationale et tant que de mesures concrètes, coercitives, ne sont pas prises pour mettre fin à l'occupation israélienne, mais aussi le régime d'apartheid. Et maintenant, l'annexion que nous voyons d'une partie de la Cisjordanie et la continuation de cette acquisition du territoire palestinien par la force. De plus, il faut commencer par la reconnaissance du régime d'apartheid israélien. Les États doivent reconnaître qu'il y a une situation d'apartheid contre tout le peuple palestinien dans son ensemble. Et au niveau des Nations Unies, il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises. Au sein des Nations Unies, on parle par exemple de la reconstitution du Centre des Nations Unies contre l'apartheid, mais aussi le Comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid qui existait à l'époque du contexte d'apartheid en Afrique du Sud. Ce sont des mécanismes qui existent, qui doivent être reconstitués pour mettre fin à ce régime d'apartheid israélien au XXIe siècle. Ce sont des mesures que nous, en tant que militants, en tant que société civile palestinienne, mais aussi internationale, peuvent demander et c'est des mesures que les États doivent prendre au final pour que cette situation soit menée à terme. Merci Rania. Donc on va prendre un petit peu, on approche de l'heure de 8 heures, mais on va essayer de synthétiser un peu les questions qui nous remontent un peu de l'assistance en ce moment. Je pense qu'il y a peut-être 3 classes de questions. Maybe there are 3 kinds of questions. Là, par contre, on entend la traduction simultanée en anglais. Voilà. Donc, finalement, il y a beaucoup de questions sur un peu sur la situation internationale. About the international situation. Si je peux signaler aux personnes qui font la technique qu'il y a un petit problème, on entend l'anglais. Merci. Donc, au niveau international, bon, sur quoi les Palestiniens peuvent-ils compter? Est-ce qu'un changement de président aux États-Unis changerait les choses? Que penser de l'attitude actuelle des régimes arabes? Demain, il y a un Conseil européen qui peut-être va prendre des décisions, mais on peut être très, très prudent sur le sujet. Est-ce que vous attendez des choses des institutions internationales, des États, des unions comme l'Union européenne, ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a peu à attendre aujourd'hui? Deuxième série de questions qui sont sur le BDS et sur la mobilisation internationale. Est-ce que
est-ce que d'abord vous confirmez que la société palestinienne dans son ensemble, et pour le BDS, y compris l'autorité palestinienne, comment ces actions de BDS peuvent converger avec vos luttes à vous sur le terrain? Enfin, des choses un petit peu plus précises peut-être sur la situation des prisonniers. Est-ce qu'il y a eu des prisonniers, au moins des enfants libérés dans la situation du Covid-19? Est-ce que pardon, je cherche bon, je pense que c'était essentiellement ça, je pense. Donc, je dirais quand même deux grandes classes de questions, l'une sur la position des États et des organisations internationales, l'autre sur notre mobilisation à nous, y compris le BDS, et peut-être d'autres choses qu'on peut faire pour peser sur nos gouvernements. Je vous propose de ne pas répondre tous à toutes les questions, mais peut-être chacun d'en choisir une de manière libre et d'y répondre de manière assez rapide sur ce qui vous paraît le plus important dans toutes ces questions qui remontent de notre assistance. Qui est-ce qui veut commencer? Peut-être Mounzer sur le BDS? Yes. I think one أحكي بالعربي صح؟ على موجود. ايه صح. مش عم بسمعك منيح؟ اوكي مشي الحال. أنا باعتقادي يوم ما حكيت عن تجريم النضال الفلسطيني، واحدة من أهم الأشياء اللي أضرت بالمقاومة الفلسطينية هي تجريم النضال الفلسطيني، وعلى رأسها تجريم BDS. وأعتقد أنتم في فرنسا يعني أكثر ناس بتعانوا من هذا الموضوع. Donc, quand j'ai parlé des choses qui ont nuit le plus à la cause palestinienne et à sa lutte, c'est criminaliser les BDS. Et je crois que vous, en France, vous connaissez déjà cet aspect. الفكرة مش يعني الفكرة BDS هي من أجل وقف الانتهاكات الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا. Donc, le BDS, son idée, c'est d'abord arriver les violations de droits, l'occupation et les discriminations envers notre peuple. عشان هيك كنا بنفكر إنه من أكثر الأشياء الضارة لنا هو تجريم حركة BDS، لأنها واحدة من الأدوات حتى قانونا مسموح استخدامها في النضال الوطني من أجل التحرر. Donc, bien que normalement, au niveau droit international, on a le droit au boycott et sanctions, donc effectivement, pour l'instant, ce qui nuit le plus à notre lutte, c'est la criminalisation de BDS. والموضوع ما وقف فقط في تجريم BDS. تخيلوا أن اليوم الاتحاد الأوروبي عشان يساعد أي مؤسسة إنسانية فلسطينية بحط واحدة من الشروط هو تجريم النضال الفلسطيني بتجريم الفصائل العمل الوطني الفلسطيني. Et donc, même l'Europe, hein, ça va plus loin que criminaliser BDS. Même l'Europe, quand elle va accorder des aides aux Palestiniens, à des organisations de Palestiniens, bah, elle cherche également à criminaliser et à criminaliser les organisations palestiniennes. للأسف مؤسسات الاتحاد الأوروبي صارت خلف الشروط الأمريكية. هذه الشروط كانت تطلب أمريكيا والشعب الفلسطيني رفضها. Donc, malheureusement, les États-Unis, les Européens, ils se sont assujettis à la politique américaine et aux conditions de la politique américaine sur cette question. اليوم كثير من مؤسسات المجتمع الفلسطيني، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، مطلوب منها التوقيع
على أن مجموعة من فصائل العمل الوطني هي فصائل إرهابية، وبالتالي أنت عمليا بتجرم النضال الفلسطيني، وهذا استمرار حلقة تجريم أي شيء فلسطيني وعزل الفلسطيني عن حتى الحلفاء التاريخيين له. Donc, certaines ONG palestiniennes sont obligées de signer que certaines organisations palestiniennes sont considérées comme des organisations terroristes. Et donc, ça, en fait, ça nuit encore un peu plus et ça affaiblit notre position. Oui. Nous sommes dans un combat commun là-dessus, hein, Munder. وهذا الإحباط اللي إحنا حكينا عنه من البداية، إنه عزل المقاومة، حتى المقاومة السلمية عزلها وجعلها وحيدة، وبالتالي ترك الشعب الفلسطيني رهينة في إيد الاحتلال الإسرائيلي، ونقل الفلسطيني من مقاوم لعبد تحت إيد هذا الاحتلال. Donc, tout ça, bien sûr, l'objectif, c'est isoler la résistance palestinienne, détruire ou anéantir la volonté des Palestiniens de résister et de faire face et de les transformer en soumis, en esclaves à l'occupation israélienne. أنا بتمنى بس كمان دقيقة أحكي في موضوع الأسرى. J'aimerais bien parler 2 minutes à propos des prisonniers. الأسرى الفلسطينيين في ظل الفيروس وظل هذا المرض أو الجائحة مثل ما احنا بنسميها. Donc, les prisonniers dans le contexte de la pandémie, ce qu'on appelle la pandémie de coronavirus, لم يكن هناك أي نوع من أنواع التواصل معهم. Il n'y avait aucun moyen de les contacter. Il n'y avait pas de communication avec eux. الأخبار اللي وصلتنا عبر أسرى تم تحريرهم خلال الفترة الماضية إنه لا يوجد مواد تنظيف كافية. Et donc, les seules informations qui nous sont parvenues pas à travers les quelques prisonniers qui se sont libérés, qu'il n'y a pas des moyens de nettoyage et des moyens de sanitaires pour faire face à la coronavirus. وكل هذا المواد اللازمة ولا فحوصات كمان. Il n'y a pas de désinfectants, il n'y a pas de masques, et il n'y a pas des examens et des tests. والأهم من هيك لا يوجد أي نوع من أنواع الزيارات بين الأسرى وأهلهم. Et il n'y a aucun moyen, aucune visite possible entre les prisonniers et leurs familles. في حالة من القلق عالية جدا بالطرفين، طرف الأهل اللي مش قادرين يسمعوا من أهلهم، وطرف الأسرى اللي ما بيعرفوش شو مصير أهلهم في ظل هذا المرض العالمي. Il y a une grande inquiétude à deux sens. Ça veut dire les familles qui ne savent pas ce qui se passe avec leurs prisonniers, en fait, leur membre de famille qui est prisonnier, et les prisonniers qui ne savent pas dans quelle situation, qu'est-ce qu'ils vivent et qu'est-ce qu'ils subissent, leur famille à l'extérieur, comment ils font face au coronavirus. القناة الوحيدة اللي حاولنا استغلالها وبعث رسائل لأسرانا فقط إما من خلال بعض الراديوهات أو من خلال تلفزيون فلسطين. Donc, les seuls moyens qu'on a essayé d'envoyer des messages, c'est les seuls canaux possibles, c'était soit par la radio et par la télé palestinienne. يعني وضعهم صعب كثير، مش سهل. Donc leur situation est très très difficile et tragique, elle n'est pas simple. Merci Munder. Je voudrais juste dire que d'abord, tu parles du boycott, de la criminalisation. Il faut toujours rappeler que le boycott n'est pas interdit en France. Il n'y a pas de loi qui interdise le boycott. Et qu'on est dans un combat commun pour la liberté d'expression, pour avoir le droit de se battre, pour défendre le droit ici en France et bien sûr vous en Palestine. Je voudrais revenir un peu sur le rôle des organisations internationales et savoir qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'ONU, du Conseil des droits de l'homme, aussi de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous avez des espoirs sur ce point-là? Et est-ce qu'au niveau aussi de ce qui se passe avec les régimes arabes
vous avez des craintes toujours plus importantes. Je vois qu'on dépasse 8 heures, on va se donner 5 minutes de plus pour cette dernière question et puis après on va passer à la conclusion. Donc juste ce point-là, peut-être, est-ce que Majed, tu voudrais nous dire quelque chose, s'il y a un espoir du côté de l'ONU ou Rania du Conseil des droits de l'homme? Oui, merci. Il faut voir que ces organisations internationales ont joué un rôle clé dans la reconnaissance des droits du peuple palestinien et dans la reconnaissance des violations israéliennes. Le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le Conseil des droits de l'homme. Ça a été extrêmement important dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Mais aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de passer de la caractérisation et de la reconnaissance des droits et de la caractérisation des violations à mettre fin à l'impunité qui permet à ces violations de se perpétuer. Par exemple, le Conseil de sécurité ne s'est jamais réuni pour discuter sous le chapitre 7 de mesures. L'Union européenne, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais passé le Rubicon de mesures concrètes contre les violations israéliennes. Et donc, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un tabou. Il y aura un moment qui sera un tournant et où tout ce qui était impossible jusqu'à là deviendra possible. C'est très difficile de dire est-ce que ce moment est là. Le contexte international est extrêmement difficile, y compris le contexte européen. Mais c'est vrai que cette question d'annexion, ça peut être un moment porteur. Entre-temps, nous faisons ce que nous pouvons comme Palestiniens. Ça, c'est la Cour pénale internationale et nous voyons les attaques et les menaces contre la Cour parce qu'elle risque de commencer des enquêtes dans quelques semaines à l'égard de la situation en Palestine. C'est ce que nous essayons de faire à travers la Convention contre toutes les formes de discrimination de nature raciale. C'est ce que nous faisons à travers la Cour internationale de justice. Et donc, c'est très important de poursuivre ces efforts et il y aura un moment où cette impunité israélienne se brisera et toutes ces choses-là qui étaient impossibles pourront devenir possibles. Est-ce que ce moment est là? Je vous le dis, pour nous, il s'agit de toujours pousser jusqu'à ce que ça se réalise et le rôle des sociétés civiles, des parlements est extrêmement important dans le contact aussi avec les gouvernements. Merci Majed de rappeler ce rôle de la diplomatie. Peut-être Rania veut dire un mot sur le rôle des organisations des droits de l'homme comme Al-Haq qui agissent aussi bien au Conseil des droits de l'homme de l'ONU en portant des dossiers à la Cour pénale internationale. Est-ce que là, tu penses que c'est un des points d'espoir que l'on peut avoir pour l'avenir? Oui, absolument. J'aimerais aussi répondre à une des questions qui a été posée, qui était quel pays européen s'oppose à une enquête par la Cour pénale internationale en Palestine en ce moment-là. Donc, il y a 4 pays européens qui ont soumis des dossiers, des rapports à la Cour pénale internationale et qui s'opposent de manière directe à l'enquête en Palestine. Il s'agit ici de l'Allemagne, de l'Hongrie, de la République tchèque et de l'Autriche. Donc, il faut dire quand même que non seulement est-ce que ces mécanismes n'ont toujours pas pris leur responsabilité envers la question palestinienne, mais en fait, on a des États qui opposent et qui s'opposent directement à la responsabilité des personnes et des responsables israéliens. Par rapport au Conseil des droits de l'homme, je rappelle ici que l'année dernière, en mars 2019, le Conseil des droits de l'homme a adopté une résolution qui adopte les recommandations de la commission d'enquête sur Gaza, sur la marche du retour à Gaza. Et la première recommandation de cette commission, c'était la levée du blocus de Gaza. Donc, il parlait de ces causes profondes qui ont mené à cette situation d'impunité et qui, jusqu'à aujourd'hui, mènent à ce déni des droits des Palestiniens. Donc, quand il s'agit du Conseil des droits de l'homme, il faut qu'il commence à appliquer les résolutions qu'il a déjà adoptées quand il s'agit de la Palestine. La dernière résolution dont j'ai parlé, de mars 2019, était très claire par rapport à la levée du blocus, mais depuis mars 2019, aucune mesure des États n'a été prise à cet égard. Et donc, c'est pour dire que depuis même l'année 2000, on parle d'une dizaine
de commission d'enquête des Nations Unies en Palestine, aucune recommandation n'a jamais été appliquée et c'est ça la source de l'impunité d'Israël. Et donc, quand il s'agit de ces mécanismes internationaux, que ce soit la Cour pénale ou le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il faut vraiment que les États commencent à prendre leurs mesures et leurs responsabilités. Merci Rania. Je crois que l'heure est maintenant de conclure parce que on donne un horaire, il faut qu'on le respecte, tout le monde a ses contraintes. Et je voudrais dire que moi j'ai ressenti votre message qu'à la fois de vous les Palestiniens de tenir sur le terrain, mais que vous comptez sur nous et aussi pour vous soutenir maintenant parce que il faut que les pouvoirs politiques, il faut que les organisations internationales, il faut que les États franchissent le Rubicon de passer de la parole aux actes et que ce qui se passe aujourd'hui, ce que vous subissez, vous, nos amis palestiniens, ce que vous subissez, c'est aussi par la lâcheté de nos gouvernements qui s'en tiennent aux paroles. Et donc, je pense qu'il faut qu'on relève le défi tous ensemble. Nous sommes, comme beaucoup d'entre vous l'avez dit, dans une période où il peut se passer des choses particulièrement fortes. Les masques sont tombés avec les projets d'annexion. On est peut-être dans un tournant dans la solidarité avec la Palestine et c'est à nous de rendre ce tournant réel sur le terrain, dans la situation où on est, même si on n'arrive pas à bien se réunir dans la rue, on peut se réunir, on l'a vu comme ce soir. Au niveau de la FPS et d'autres organisations, nous lançons bien sûr une très grande campagne pour faire barrage au projet d'annexion du gouvernement israélien, que ce soit l'annexion dans leur loi ou l'annexion aussi qui se passe sur le terrain par la colonisation à outrance. Et donc notre message principal que nous envoyons, que ce soit au président de la République, vous retrouverez notre lettre sur notre site internet, au gouvernement, nous demandons au Parlement, aux députés, aux sénateurs de nous soutenir, il est temps de passer de la parole aux actes. Ça ne sert plus à rien de dire qu'on condamne ce que fait le gouvernement israélien. Il faut effectivement sanctionner, il faut passer à des actes concrets, interdire tout de suite les produits des colonies, reconnaître l'État de Palestine dans ses frontières d'avant 67 et mettre des sanctions, vraiment des vraies sanctions sur la table si Israël passait à l'acte sur ses projets d'annexion. Et bien sûr, soutenir la Cour pénale internationale. Les gouvernants français nous disent qu'ils soutiennent, c'est probablement vrai, mais il faudrait qu'ils rendent ce soutien beaucoup plus public qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Donc, nous avons été nombreux ce soir et je suis sûr que votre parole à vous, nos amis palestiniens, nous a aussi regonflé dans notre volonté de lutte. On est là pour ça, on est là pour défendre vos droits là où nous sommes en France, pour défendre le droit des Palestiniens, pour demander à nos gouvernements d'agir. Et vous tous qui avez participé, assisté à cette conférence, j'espère que vous en partez avec une volonté d'agir toujours plus forte. Et ceux qui ne nous connaissent pas encore ou ceux qui ne nous suivent pas encore, allez voir notre site et notre page Facebook de l'AFPS, suivez nos campagnes, mobilisez-vous. Je voudrais, pour terminer, d'abord remercier très très fort nos amis palestiniens qui représentent quand même la génération une nouvelle génération qui tient dans ces luttes, qui agit, qui innove. Et ça, on y a tous été extrêmement sensibles. Et puis, remercier Aladin pour sa traduction, remercier aussi nos traductrices vers l'anglais pour les intervenants non francophones qui ont été discrètes mais qui ont fait un gros travail, remercier toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation de cette conférence et vous remercier tous les participants. Vous avez été plus de 300 à participer directement sur notre 380, conférence, peut-être d'autres 320 plus 380, vous mentez. Ah, alors je n'ai pas bien regardé. Nous allons rendre cette conférence visible aussi, son enregistrement, vous le retrouverez sur le Facebook et sur le site de l'AFPS.
nous en ferons un compte-rendu, nous informerons et surtout, nous allons nous mobiliser extrêmement fort dans la période actuelle pour que cette période, en France comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays, soit la période décisive d'une solidarité vraiment plus forte, toujours plus forte pour le peuple palestinien, pour que les pouvoirs politiques enfin passent de la parole aux actes. Merci, un grand merci à vous tous pour votre participation à cette conférence. Merci à toi. Hein, alors, un petit point d'ordre. On va laisser la conférence ouverte 5 minutes de plus pour permettre à celles, et on va ouvrir, je crois que c'est possible, le chat à tous les participants. Je crois que c'est possible, j'espère qu'on va y arriver, de manière à ce que si vous avez des commentaires, vous puissiez les faire comme ça à chaud à la fin de la conférence. Sans ça, bien sûr, vous pouvez toujours les envoyer sur notre adresse internet afps@france-palestine.org. Merci encore à tous les intervenants et merci à tous celles et tous ceux qui ont participé ce soir. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Bravo pour les Palestiniens. Bravo les Palestiniens et bravo pour votre résistance. 1, 2, 3, 4. Occupation no more. 1, 2, 3, 4. Occupation no more. No more. 5, 6, 7, 8. Israel's fascist state. Okay, thank you. Thank Okay. you. Thank All you. of you. Thank Merci. you. Au revoir. أحمد. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. السلامة للأخوة الفلسطينيين. رانيا، ندى، آن، Yeah. علاء، سلامات كلكم، سلامات. سلاماتنا. مع السلامة. سلامات. مع السلامة. يلا كمان شوي عنا احنا بدنا نولع شمعة، بدنا نولع شمعة بس كبيرة شوي. بتمنى تكونوا معنا على اللايف. يلا الله يكون معكم. شكرا جزيلا لكل thank you really to all of you. It was شكرا بيختو. extremely شكرا. strong, very strong. Yeah. He is trying. Yeah. Yes, and we Yeah. need to make our hopes come to reality. It's time to do it. It's time to do it.